Moraxenko. 8h11, bienvenue sur M le Média et sur Canal+, bienvenue dans Moraxenko, merci d'être avec nous, merci à Léo de Garrigue de jouer les prolongations aujourd'hui, merci beaucoup, on n'est pas en phase de finale mais on joue les prolongations ce matin, c'est très bien. On va parler de pas mal de choses ce matin, notamment on va peut-être murmurer à l'oreille des loups avec Julien Régamey qu'on accueille sur le plateau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter. Avec grand plaisir, vous allez nous faire découvrir tout à l'heure votre univers, ce que vous faites et nous expliquer comment vous allez parler à l'oreille des loups. On va essayer. On va essayer tout à l'heure. On parlera également de l'Archéobus qui vous emmènera dans un voyage gratuit dans le temps avec les écoles notamment et avec les jeunes. Et c'est Aurel Sellerier qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil. Merci d'être là. Merci de nous faire voyager aussi ce matin du coup. Avec plaisir. J'espère que effectivement vous allez découvrir pas mal de choses sur l'histoire de nos régions. Très bien. Si vous saviez la bestiole que vous avez derrière ouais. vous. Ça m'a l'air impressionnant. On va en parler dans quelques instants. Et puis, on parlera de jeux vidéo aussi ce matin. C'est un jeu qui vient de sortir pour cet été. J'ai fait une contraction de plusieurs mots, vous avez vu, c'est assez sympa. Pool Party avec Paul Lucas. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Jeux vidéo, c'est ça ? Ouais, c'est ça, un jeu vidéo. Voilà, vous êtes créateur de jeux vidéo. Moi et mon équipe, on développe et on conceptualise des jeux vidéo. Ouais. Très bien. Alors, je vous rappelle que le principe de l'émission, c'est de se poser des questions aussi parmi. Donc, n'hésitez pas, évidemment. L'histoire et l'idée, c'est de découvrir un petit peu vos univers différents. On va commencer avec vous, Julien, comme premier, avec vous qui parlez apparemment à l'oreille des loups. Vous êtes vaudois, Julien Régamey, vous êtes photographe et aventurier. Vous partagez votre vie entre les safaris en Afrique du Sud et l'étude des loups dans le Jura. Vous êtes passionné par la faune sauvage depuis votre enfance. Vous organisez des safaris photos au parc naturel national de Kruger, tout en poursuivant votre carrière et vos connaissances justement sur les loups. Vous avez un gros projet pour bientôt, et il est en cours d'ailleurs. Vous êtes en train de préparer un long métrage avec ces animaux justement pour l'année prochaine. Et puis votre travail vise à sensibiliser le public, à fragiliser l'écosystème et à promouvoir une cohabitation sereine entre les loups et les éleveurs à travers vos photographies notamment. Et votre prochain film, vous espérez démystifier les loups et montrer leur importance pour la biodiversité. Je crois que j'ai essayé de planter le décor. Exactement. C'est ça. Mais vous parlez à l'oreille des loups pour de bon ou... Alors pas tout à fait. En fait, c'est plutôt un lien que j'ai assez étroitement avec une louve qu'on a intitulée Boucle d'Or, qui était la première louve qui est arrivée sur le Jura en 2016. Et en fait, elle et Gros Pépère, qui était un mâle qui était avec elle depuis plusieurs années, malheureusement, qui a été tiré par un tir sélectif. Mais c'était ces deux loups qui sont les descendants de toutes les meutes du Jura. Et en fait, l'idée, c'était de rentrer dans l'intimité de Boucle d'Or et Gros Pépère, et puis de pouvoir les suivre sur toutes ces années, sur les péripéties qu'ils ont. C'est pas la traque du loup pure et dure que tout le monde a déjà fait et des films qu'on a vus. C'est vraiment de s'attacher à ce couple et de voir un petit peu la fragilité de notre écosystème. Et on donne des noms aux vaches, on a donné des noms aux loups. Et l'idée, c'est qu'on s'attache à ces loups-là et tout ça. Donc ça fait des années que je suis dans leurs intimités. On a autant vu les louveteaux naître que les premiers pas et que malheureusement la douce réalité qui est un prédateur et qui pourrait s'attaquer au bétail. Alors c'est une belle histoire que vous nous racontez là, c'est passionnant. Elle vous reconnaît parce que est-ce qu'il y a comme vous dites, vous êtes dans l'intimité, ça veut dire que vous avez pu aller de façon un peu plus proche que... Je les vois assez régulièrement, c'est très compliqué, c'est un jeu de cache-cache pur et dur tout le temps, parce qu'en pleine forêt, il y a des arbres partout, ils peuvent passer 50 mètres à côté, on ne les voit pas, c'est dans la forêt. Mais en fait, vu que ça fait beaucoup d'années que je suis sur le territoire de cette louve, en fait, probablement que mon odeur, comment je suis et où je me positionne, je fais attention à tout, elle le sait, et souvent, encore il y a 3 semaines de ça, j'ai été relevé
installer des caméras qu'on a pour le suivi. Ouais. Et puis en arrivant à la caméra, sous la pluie, je lève la tête et puis il y avait Boucle d'Or et le nouveau mâle qui s'appelle Gélas, qui était assis sur la falaise juste en dessus de moi en train de me regarder. Donc en fait, ils le savent et ils savent que je suis là au milieu, mais ils n'ont pas pris ça comme quelque chose de négatif et tout. Donc ils me tolèrent, mais la plupart du temps, c'est difficile à les voir. Ouais. Bon, vous êtes passionné par cet animal, hein. Alors, le loup me passionne, mais la faune sauvage et tout le côté qu'on voit jamais me passionne pour le côté justement didactique, sensibiliser les gens à notre biodiversité. C'est vachement important en tant que photographe animalier ou réalisateur de pouvoir mettre ces animaux en ligne de mire, de pouvoir sensibiliser la population. Le monde sauvage en Suisse, il est très mal connu, tout le monde a peur du sauvage. Pourtant, le sauvage, il est aux portes des maisons à la vallée de Joux, aux portes des maisons au pied du Jura. Donc, c'est vraiment apprendre à vivre avec. Et c'est un peu notre rôle. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces histoires autour du loup? Justement, vous parliez de ligne de mire, mais il est plutôt la ligne de mire des fusils des chasseurs, hein, notamment au Valais. Hein, il y a beaucoup d'histoires autour de loup. On en avait d'ailleurs parlé, hein, Léo, sur ce plateau. Quel est votre avis sur cette... Moi, mon avis sur toute cette situation, je pense que la politique n'aide pas. Là au milieu, pour avoir une vision, on va dire, saine et globale sur la situation. Je vous donne l'exemple que j'ai déjà donné à plein de personnes. On va en Afrique du Sud, on va mettre 50 vaches au milieu du parc Kruger. Tout le monde va me dire, mais non, arrête tes bêtises, elles vont se faire manger. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, ça faisait quasiment 100 ans que les gens n'avaient pas vécu avec des grands prédateurs sur notre Jura. Et puis tout d'un coup, le loup est de retour, le lynx est de retour. Ça chamboule certaines habitudes d'élevage, certaines habitudes aussi de protection. Et il faut apprendre à vivre avec. Et ça va prendre quelques années. Et on a beau avoir toute la politique qu'on veut, toutes les plus grandes décisions qui peuvent tourner, ça prend place dans tous les médias, ça prend une ampleur tellement gigantesque. Ce loup, chez nous, en Suisse, en fait, on oublie l'essentiel et que c'est un prédateur qui doit se nourrir de proies. Si on met des proies en pleine nature, mathématiquement, c'est compliqué. Ce qu'on disait en introduction, c'est important pour la biodiversité. Il doit faire son boulot, quoi, hein, tout simplement, c'est ça. Oui, mais en fait, les grands prédateurs, ils ont une énorme importance dans notre biodiversité parce qu'ils vont réguler la faune. En régulant la faune, ça évite une augmentation du gibier trop importante. Car si on a beaucoup trop de gibier sans prédateur, donc un prédateur, c'est aussi un chasseur. Pendant des années, il n'y avait pas de chasse, il n'y avait pas de loup, et puis de lynx en Suisse. Donc il y avait des chasseurs qui avaient un grand rôle de régulation. Et au jour d'aujourd'hui, on a tout ça qui est revenu. Donc en fait, grâce à ces chasseurs, aux loups, aux lynx, en fait, ça permet d'avoir une population qui est à peu près stable d'animaux. Si on a trop de gibier, trop de cerfs, trop de sangliers, ça va manger toute l'alimentation des forêts, donc toutes les nouvelles pousses forestières, tout ça. Donc il y aura une raréfaction de la nourriture. Et sur des années, tout le monde va disparaître. Donc en fait, le prédateur, il a son rôle. Il faut juste qu'on apprenne à vivre avec. Léo. Pour bon nombre d'entre nous, vous l'avez dit, on est éloigné du sauvage dans nos quotidiens. Qu'est-ce qu'il faut pour réapprendre à vivre avec? Vous avez dit c'est une notion importante, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour... Moi, je pense que la première chose à faire, c'est essayer d'avoir des informations viables, parce que tout est mitigé. Un reportage à la télé va avoir tendance à enjoliver la chose, les médias pareil, et puis on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Essayer d'aller chercher les personnes de terrain et puis chercher les bonnes informations au bon endroit, autant pour la protection que pour des gens qui habitent, je donnais l'exemple de la vallée de Joux, où juste derrière le jardin de chez les gens, il y a la forêt, et puis d'un coup, un matin, les gens se réveillent, il y a un loup qui est en train de manger un cerf dans le jardin, mais en fait, le loup, il n'avait pas prévu qu'il y ait une maison à cet endroit-là. Le cerf a fini sa course là parce qu'il n'a pas eu le choix, et malheureusement, c'est le loup qui a gagné. Mais en fait, c'est normal. C'est pas un truc incroyable où les loups vont s'approcher des villages pour aller voir les petits-enfants. Ça se passe dans les contes et les légendes. Mais en fait, il n'y a aucun cas avéré. On le voit sur plusieurs endroits, comme en Espagne, en Italie. Les enfants, ils vont à l'école le matin, ils croisent 20 loups qui dorment dans le champ, ils sont tout contents, ils repartent en trottinant. On n'a jamais, en tout cas à ma connaissance, perçu des enfants. Donc c'est des légendes. Ouais, tous ces contes et légendes n'ont pas rendu service à la réputation du loup, effectivement. C'est des contes et des légendes, et c'est important de le rappeler. Et vous êtes sur un projet de long métrage pour l'année prochaine, donc on aura l'occasion de se revoir pour en parler, j'imagine. Exactement. Donc Kezako. En fait ça sera l'histoire de ce couple de loups qui est arrivé là au milieu. Et c'est l'intégralité de cette histoire à travers d'images qui ont été faites
fait dans le Jura et du récit que j'ai vécu pendant toutes ces années de rencontres et de choses. Ça sera pas la traque du loup, ça sera vraiment un petit peu un original, comme on dit, comme Octopus Teacher, la sagesse de la pieuvre sur Netflix. Ça sera un petit peu pareil. Ça va être une partie de ma vie que j'ai consacrée à essayer de mieux comprendre notre écosystème et cet animal-là. Long métrage. Long métrage et fiction, normalement. Waouh, formidable. Donc, très bien. Gros plan. On parle maintenant de l'Archéobus, une nouvelle initiative mobile de l'Archéolab de Puy, qui offre aux élèves du 2e cycle primaire une plongée immersive dans l'histoire régionale. C'est un véhicule pédagogique qui propose donc des ateliers d'histoire vivante permettant aux élèves de découvrir la préhistoire et l'Antiquité à travers un jeu de rôle captivant. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ce service est gratuit et est amené directement aux écoles par des équipes de médiation de Archéolab justement. Et pour en parler beaucoup mieux que j'ai essayé de le faire, c'est Aurel Sellerier qui est avec nous. Ça va, j'ai pas dit de bêtises? Non, c'est tout à fait précis, c'est tout à fait exact. C'est une belle idée en tout cas. Bah oui, alors effectivement, ça fait un petit moment qu'on travaille là-dessus. Ouais. Alors bon, pour commencer, peut-être nous, on aime présenter ça comme une machine à remonter dans le temps, histoire de accrocher l'intérêt. Ouais. C'est ce qu'on a un petit peu voulu développer sur le modèle de, par exemple, la DeLorean, pour ceux qui voient un peu la référence de Retour vers le futur. Bien sûr, nom de Zeus, forcément. Voilà, donc exactement. Donc bon, alors une DeLorean, mais version archéologue, version médiation. C'est ce qu'on fait depuis maintenant plus de 10 ans à l'Archéolab, enfin bientôt 10 ans à l'Archéolab depuis, où on propose au jeune public des contenus sur l'archéologie, que ce soit les méthodes ou justement les contenus les résultats des recherches d'archéologie qui nous en apprennent un petit peu plus sur notre histoire régionale et en l'occurrence en particulier à Puy. Et donc cette machine à remonter dans le temps, elle propose justement pour sa première activité d'aller à la rencontre des acteurs, des esclaves et des maîtres qui participent à un banquet romain. Et même plus que d'aller à leur rencontre, elle propose de rentrer dans la peau de ces personnages. Donc par le biais en fait d'une activité en 2 temps, je dirais. D'une part, on a un jeu de cartes, on a développé un jeu de cartes qui est un jeu de rôle qui a été développé par l'atelier Sémaphore spécifiquement pour cette activité, où là on va découvrir en fait les joueurs, les joueuses vont découvrir leurs personnages, ils vont découvrir s'ils sont finalement des esclaves, des maîtres. Il y a toujours un petit peu d'effroi quand on se rend compte qu'on va devoir être esclave et nettoyer les pieds de son maître. En fait, voilà, c'est un petit peu l'idée de faire passer cette conception d'une hiérarchisation de la société romaine, gallo-romaine du 2e siècle de notre ère. Et puis ensuite, ils vont découvrir peu à peu des objets qui sont liés à leur rôle dans le cadre du banquet et être amenés à faire des choix sur le déroulement de ce banquet, justement. Et dans un second temps, on leur propose vraiment de rentrer dans l'Archéobus. Ça, c'était très important pour nous aussi. L'Archéobus, comme je le disais, c'est une machine à remonter dans le temps. Et donc, dans l'Archéobus, je ne veux pas tout dévoiler non plus, mais l'idée, c'est vraiment d'incarner physiquement son personnage, de rentrer dans le costume, d'avoir des objets et puis de pouvoir vraiment se retrouver dans le décor. Le décor qui est en l'occurrence la villa romaine de Puy, qui a été reconstituée pour l'occasion, et plus spécifiquement une partie de cette villa romaine qui est le pavillon d'été, donc une sorte de salon, de pièces de réception, d'apparat, qui était très richement décorée, qui a été construite au IIe siècle justement, et qui est la seule partie de la villa qui reste jusqu'à nos jours, avec une grande fresque de plus de 15 mètres de long, la fresque à l'origine avec un conducteur de char. Donc voilà, c'est un élément très important et emblématique de notre musée. Ouais. Et par le jeu, forcément, c'est bien connu, on apprend mieux, et on se souvient mieux en tout cas. Oui, tout à fait, oui, c'est ça l'idée, c'est le jeu, c'est la reconstitution aussi, qui est un ressort très utilisé dans le cadre de la médiation d'archéologie en particulier. L'idée, c'est un petit peu le domaine de l'histoire vivante, où vraiment on essaye de recréer des scènes, de faire expérimenter un petit peu les objets, les costumes, mais aussi là on va un petit peu plus loin, parce que c'est pas juste matériel, technique, on va vraiment dans l'idée d'une reconstitution sociale aussi, c'est de l'histoire sociale. Oui. On s'attarde sur le rôle des individus, les interactions qu'ils pouvaient avoir les uns avec les autres. Et effectivement, grâce au ressort du ludique, on va dire, au ressort du jeu, on arrive vraiment à accrocher l'intérêt des publics et puis les sensibiliser un peu à ces questions. Et après, peut-être aussi, pas forcément susciter des vocations, mais en tout cas donner l'envie d'aller un peu plus loin, quoi.
Est-ce que l'histoire, est-ce que les jeunes aiment l'histoire, c'est ça, ou les histoires, parce que c'est un peu les deux. Hein. Oui, c'est ça, c'est les histoires et la grande histoire. Alors effectivement, il y a un intérêt. Je dirais, c'est clair que quand on arrive dans les classes avec cet outil, de toute façon, il y a un intérêt d'avoir quelque chose d'un peu différent, une approche un peu différente du contenu historique. Et en général, il y a effectivement un grand intérêt, beaucoup de questions qui sont posées, mais aussi pas mal de zones qui sont pas très claires. Oui. Voilà. Donc on est là aussi pour essayer de répondre à ces questions. On a une équipe de médiatrices, de médiateurs qui interviennent dans les classes, qui ont beaucoup d'expérience aussi, non seulement sur le contenu, mais aussi vraiment sur l'aspect communication, interaction avec les jeunes publics. Et tout public d'ailleurs, hein, puisque ce jeu ne s'adresse pas uniquement aux jeunes, on le propose aussi dans d'autres formats événementiels. Ouais. Mais c'est clair que c'est quelque chose de très important et voilà, des fois on doit un petit peu casser des mythes. En général, quand on arrive avec la période romaine, il faut d'abord en passer par Astérix pour pouvoir ensuite expliciter un petit peu mieux le contexte de nos régions. Mais c'est un super outil et c'est très bien d'avoir une sensibilisation par ces outils-là. Vous avez un beau camion, vous parlez de Puy, mais vous ne restez pas qu'à Puy, vous bougez un peu. Bah voilà, oui, on essaye de bouger, donc c'est le but. Hein, c'est un outil de médiation mobile, donc dans la définition même, il y a le mot mobile. L'idée, c'est de s'extraire aussi du contexte de la Villa romaine où on fait nos expositions, on propose des expositions jeunes publics. Et du labo des archéos qu'on voit sur les images, qui est en fait notre espace de médiation. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des publics en dehors de Puy. Alors là, pour la première saison, parce que c'est tout neuf, hein, cet outil vient d'être lancé en avril dernier, on est allé à la rencontre des classes de Puy, parce que c'était un petit peu un test, c'est aussi... On parle d'une histoire spécifique à Puy, puisqu'on s'est appuyé sur le site de la Villa romaine de Puy pour cette première activité. Donc c'est clair que ça les concerne en premier chef, mais après l'idée c'est de se déplacer dans l'ensemble du canton, de la Suisse romande et peut-être au-delà. C'est une belle idée en tous les cas, Léo de Gary. Et puis l'été arrive, les jeunes vont avoir plus de temps. Est-ce qu'il y a des événements prévus particulièrement pour cet été, pour les semaines qui viennent ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est pas comme je le disais que pour les classes. On a effectivement plusieurs événements qui sont prévus déjà pour cet été. Donc le bus sera présent, alors de nouveau à Puy, au port de Puy le 1er juillet prochain pour les jeunes de 12 à 18 ans dans le cadre des activités d'été d'espace jeunes. Donc là, il y aura un test justement de ce jeu de rôle, et puis ensuite les 7 et 8 septembre prochains le bus sera à la Tour de Paix pour le festival du jeu. Donc là il y aura plein d'autres activités, je pense que ça va être un gros événement, donc je vous encourage à aller visiter cet événement. Et puis ensuite on aura pour la nuit des musées de Lausanne-Puy le 21 septembre le bus qui sera aussi présent avec là encore foule d'activités des autres musées de Puy, puisqu'on est 3 musées en fait de la ville de Puy, avec le musée d'art et la Muette espace littéraire, et on regroupe nos forces pour l'événement. Voilà. C'est une belle idée. En tout cas, ça peut donner des idées à notre créateur de jeux vidéo. Pourquoi pas ? Il y a pas mal de jeux vidéo qui sont notamment basés sur l'histoire. Nous, on n'a pas encore vraiment exploré cette dimension, mais on ne sait jamais, ça serait tardé. C'est passionnant en tout cas. Et puis peut-être pour expliquer la biodiversité, avoir un véhicule ou avoir un endroit pour pouvoir justement peut-être aller plus précisément dans ce que vous faites de votre côté, Julien, ça pourrait être une idée aussi. La démarche est intéressante. Et puis c'est vrai que les enfants et tous, c'est un peu les ambassadeurs de notre futur. Dans ton domaine, c'est vrai que ce côté-là, à l'école, on nous a parlé de plein de choses, et puis quand tu viens à le jouer et à te retrouver au milieu, ça doit être assez ludique et assez accrocheur. Ça fonctionne assez bien, puis je rebondis juste, si je peux me permettre, sur la question du jeu vidéo, parce qu'effectivement, on a justement en développement, ça arrive au bout maintenant, et c'est ce qu'on va proposer dans notre prochaine exposition, une expérience en réalité virtuelle, donc on a développé avec un studio de Vevey, et donc qui va également explorer le banquet romain. On reprend un peu le même scénario, puisqu'en fait ces deux projets font partie d'un même projet soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, projet Temps de jeu. Donc ça sera l'exposition Portail vers le passé pour septembre prochain. Le retour, vous avez déjà des retours, les réactions, ça c'est intéressant de savoir comment ils l'ont accepté, comment ils l'ont
perçu. Alors les retours sont tout à fait positifs. Évidemment, dans les classes, c'est un peu un public captif. Alors ils n'ont pas vraiment le choix, mais c'est clair que quand on les voit sauter au plafond quand ils arrivent dans le bus, on se dit que ça fonctionne assez bien. Et ils sont très contents d'avoir une autre approche, comme je le disais, de ce contenu d'histoire. Et puis après, pour le grand public, on commence les événements. On en a fait 2 pour l'instant, et les retours sont toujours extrêmement positifs. Les gens sont très contents de pouvoir jouer, de découvrir des nouvelles thématiques, puis finalement de repartir aussi avec un petit souvenir de cette expérience. Donc non, ça marche très bien et on est très contents. Il y a un site internet qui permet d'en savoir un petit peu plus, avec 2-3 infos, un programme. Tout à fait, oui. Alors je vous renvoie à notre site de l'Archéolab, donc www.archeolab.ch, où vous trouvez toutes les infos sur nos différentes activités, notamment l'Archéobus. Merci Aurel Sellerier, merci de nous avoir présenté si bien cet archéobus et cette machine à remonter le temps, plus précisément. Voilà, j'aime bien l'idée, S'il existait vraiment, vous préférez y aller dans le futur ou dans le passé ? Je crois que j'aurais un peu peur d'aller dans le futur. Je préfère me réserver le passé. C'est pas mal à explorer. Des choses intéressantes, effectivement. Merci en tous les cas Aurel Sellerier, merci également à Julien Régamé d'être avec nous et merci à Paul Lucas qu'on va retrouver dans un instant pour nous parler d'un jeu vidéo suisse de l'été. Il s'appelle Pool Party, c'est dans un instant. Et nous parlons ce matin également de Pool Party. C'est un jeu vidéo coloré, idéal pour jouer en solo, en famille ou entre amis, développé par le studio indépendant genevois Lakeview Games. Malgré sa simplicité apparente, Pool Party nécessite une stratégie spécifique selon le mode de jeu choisi, prouvant ainsi l'innovation et la diversité de la scène vidéo ludique romande. Je vais y arriver. Fondé par 2 amis de l'université, Lakeview Games réussit avec Pool Party à atteindre son objectif et à créer des jeux amusants et fédérateurs. Et on en parle ce matin avec l'un de ses fondateurs, Paul Lucas, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. J'ai tenté d'expliquer votre jeu. C'était très bien. Je n'ai pas eu l'occasion de découvrir. J'ai pas dit de bêtises, ça va. Non, c'est parfait. Expliquez-nous alors Pool Party, qu'est-ce que c'est ? Kezako. Alors, Pool Party, c'est un jeu multijoueur local, donc de 1 à 4 joueurs, comme vous l'avez dit. Donc, ça joue sur un écran dans la même pièce, et c'est un peu le jeu idéal pour les soirées en famille ou entre amis. Du coup, on va incarner une petite balle de billard colorée. Donc, elle a la capacité de marcher, rouler, prendre de la vitesse et pousser les autres joueurs. Et du coup, à travers de nombreux mini-jeux, souvent basés sur le sport, donc on va s'affronter entre amis, et ça peut être dans un match de foot, un match de tennis, un combat de sumo et bien d'autres. Et tout ça prend place sur des îles tropicales, donc parfait pour la saison estivale. Il faut de l'imaginaire, il faut de l'imagination là. Oui. Ça vient, on commence par le concept, comment on imagine que ça se joue, et après on construit autour et on se dit, par exemple, ça pourrait être des îles tropicales, c'est beaucoup plus agréable. Oui, c'est un travail qui est monstrueux derrière tout ça. Vous n'êtes pas tout seul parce qu'il y a une partie graphisme, il y a une partie structurelle. Enfin, il y a plusieurs étapes, plusieurs couches qui s'ajoutent. Il y a pas mal de corps de métier. Enfin, le jeu vidéo, il y a beaucoup de corps de métier qui travaillent entre eux. Donc il y a la programmation, il y a tout ce qui est art. Rien que l'art, ça peut être la musique, les effets visuels, la 3D. Et du coup, c'est très vaste. Et en étant une petite équipe de 2 personnes, on a dû assumer pas mal de ces rôles. Mais on a su aussi collaborer avec d'autres gens de Suisse romande qui nous ont pas mal aidés niveau illustration, par exemple, et la musique. D'accord. Donc là, vous vous êtes lancé avec cette société, Lakeview Games. Oui, exactement. C'est une start-up, en fait. On peut dire ça. Moi, je dirais plus une société qui essaye de créer des jeux entre amis. Donc c'est 2 personnes derrière tout ça. Ouais, à la base c'est 2 personnes. Avec de l'aide extérieure, comme vous venez. Exactement. Voilà. Maintenant, on est un peu plus impliqué sur les prochains projets, mais ça a commencé, dans nos chambres pendant le Covid. On s'est dit c'est peut-être le moment de faire quelque chose, vu qu'on a le temps. C'est une belle idée, c'est un beau projet, Léo de Merci. Ouais, c'est magnifique, c'est sorti il y a un peu plus d'1 mois. Quel premier bilan vous tirez un peu de Premier bilan, alors la réception est assez positive. On l'avait notamment vu quand on était à des conventions, donc des salons de jeux vidéo.
Et tout de suite, on voit les gens s'amuser. Donc ça fédère assez le fait de jouer à 4. Les gens se sentent à l'aise, se marrent bien. Et du coup, c'est plutôt un bon bilan. Il y a encore quelques efforts à faire. On va sortir plus de contenu, sûrement faire des DLC, et rajouter plus de mini-jeux. Donc, On le trouve où, votre jeu? Parce que si on a envie de jouer là, comment Alors là, il est un peu accessible partout, donc c'est assez pratique. Sur PC, Nintendo Switch, Xbox, PS5, et sur toutes les plateformes en ligne. Donc là, on peut l'acheter. Et aussi en magasin, donc Galaxus, Digitech. Normalement, pas trop de soucis pour le trouver. D'accord. Pool Party, ça s'appelle, de Lakeview Games. Et vous en vivez? Vous êtes lancé à fond dans cette aventure de jeux vidéo? Alors, c'est un peu délicat dans ce milieu. Donc, souvent, on essaye d'aller chercher les subventions de l'État pour financer. Mais du coup, on doit faire des mandats, travailler à côté sur d'autres projets qui financent le projet principal. C'est le cas de beaucoup de studios, notamment celui qui travaille avec vous sur l'Archéobus. Du coup, Et vous n'avez pas pensé encore à créer une machine à remonter le temps? Non, c'est prévu pour 2025, normalement. On est preneur. Des beaux projets, en tous les cas, et ça marche bien. Quel rapport vous avez? On dit souvent que la population, pas que les jeunes d'ailleurs, passent beaucoup de temps devant les écrans. Votre avis là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est vrai, on est quand même une génération qui passe plus de temps devant les écrans. Moi, depuis tout petit, je joue aux jeux vidéo. Après, j'essaye de me distancer de tout ce qui est réseaux sociaux. Ce qui est bien différent, ces deux choses. Oui, bien, mais ça reste quand même Bien sûr, ça reste un écran. C'est ça, du coup, je priorise les moments plus de qualité devant les écrans, donc je vais jouer un peu aux jeux vidéo, et je pense que ça m'apporte plus que de passer du temps sur les réseaux. Et jouer, là encore, c'est important. Rien que pour moi, pour mon travail, ça me permet de voir des concepts. Aussi, c'est une passion, du coup, j'ai envie de voir qu'est-ce que les autres ont fait, comment je peux m'inspirer de leur contenu. Et ça m'aide dans mon travail. Et vous aussi, Aurel, la vidéo est omniprésente, on le disait tout à l'heure aussi, c'est important. Mais finalement, les jeunes, ils passent d'un à l'autre sans problème. Oui, alors effectivement, c'est un ressort de nouveau qui permet aussi de leur parler sur le même niveau. On a effectivement expérimenté, comme je le disais, avec une expérience en réalité virtuelle. On a aussi utilisé Minecraft pour accrocher l'attention, et puis on a reconstitué cette fameuse villa romaine dans Minecraft, et on propose ça dans des ateliers. On voit qu'on parle le même langage en fait que nos publics quand on propose ce genre de choses, et donc on essaye d'investir ces champs avec les contenus archéo quoi. Et vos projets, alors, il y a d'autres jeux qui se préparent. J'imagine quand on a beaucoup d'imagination comme vous, on est déjà sur d'autres plans. Ou bien alors c'est un jeu évolutif Non, c'est un peu le problème, c'est qu'on a tout le temps plein d'idées. Je vais pouvoir faire ce jeu, je vais pouvoir faire ça. On commence à se faire des films de ça peut être trop cool. Mais du coup, oui, on a plusieurs projets en cours, donc celui-là qu'on continue à développer. Et en même temps, là, on travaille sur un nouveau qui sera plus dans un univers Zootopia, mais d'infiltration. Donc un jeu d'infiltration dans l'univers Zootopia où il faudra infiltrer une grande entreprise pour découvrir les secrets qui se cachent derrière. C'est combien de temps créer un jeu comme ça? C'est des mois de travail, c'est des jours? Des années. Des années carrément. Notamment celui-là, c'était 3 ans, donc le début du Covid jusqu'à maintenant. Donc ça nous a pris à peu près 3 ans. Mais en même temps, on travaillait pour d'autres entreprises à faire d'autres jeux à 40% par exemple. Ok, c'est fou. Bravo en tout cas pour ce bel exemple de réussite aussi. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des beaux projets. Puis alors la Suisse, elle se positionne bien dans ce milieu-là. On est bon ou on est un peu à la traîne? Non, on est pas mal. Alors on est relativement petit. Donc il y a peu d'acteurs du jeu vidéo en Suisse. Mais on arrive quand même à se démarquer avec certains studios comme Strayphone qui ont fait un jeu qui s'appelle The Wandering Village. Lui a gagné beaucoup d'attention du public, et je pense qu'on arrive quand même à se démarquer et à être innovant. Du coup, une scène qui grandit, on va dire,
et qui reste petite, mais qui grandit. Et je pense que on peut aussi remercier l'État suisse qui nous aide aussi à nous faire connaître un peu. Du coup, c'est très apprécié.